Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Renouer avec les Français, tel est l'objectif des déplacements sur le terrain de François Hollande. Au plus bas dans les sondages, le président de la République commence une tournée régionale pour expliquer son action. Première étape, Dijon, les détails dans un instant. Et réaction de notre invité politique ce soir, l'ancienne ministre Michèle Alliot-Marie, auteur du livre qui vient de paraître Au cœur de l'État. 3 rapports sur la dépendance ont été remis au gouvernement, promise pour la fin de l'année 2013. La réforme de la prise en charge du vieillissement constitue l'un des sujets sensibles et majeurs du quinquennat. Notre enquête ce soir dans une unité spécialisée autour de la maladie d'Alzheimer. Et puis ils vont bientôt s'enfermer dans la chapelle Sixtine. Les 115 cardinaux réunis en conclave seront coupés du monde à partir de demain jusqu'à ce que la fumée blanche s'échappe de la cheminée installée sur le toit et que soient prononcés les mots que des millions de fidèles attendent de par le monde. Habemus Papam. Mais avant cela, les préparatifs dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. 2 jours sur place, une nuit passée à la préfecture. François Hollande renoue à Dijon avec les visites présidentielles prolongées pour aller à la rencontre des Français au plus bas dans les sondages. Le chef de l'État a pris la parole tout à l'heure pour expliquer sa politique et lancer un appel à la mobilisation pour l'emploi. Je vous propose de l'écouter. Je suis donc dans ce déplacement pour constater ce qui marche, ce qui avance, pour entendre aussi les impatiences, les interrogations, les inquiétudes. Et j'en ai eu à plusieurs reprises l'illustration de ces femmes qui s'inquiètent pour leurs enfants, de ces personnes qui veulent que leur logement soit réhabilité, de ces retraités qui veulent que leur pension soit préservée. J'entends tout cela. Et c'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas de plus grande priorité que la lutte contre le chômage. La politique du gouvernement de Jean-Marc Ayrault a des instruments qui nous permettront, à la fin de l'année, d'atteindre nos objectifs. Et je le rappelle, le premier, c'est d'inverser la courbe du chômage. Et tout au long de la journée, l'ambiance était plutôt apaisée. François Hollande a entre autres signé des emplois d'avenir dans la maison de l'emploi et de la formation du bassin dijonnais. L'atmosphère était, vous allez le voir, plus tendue en début de matinée. Reportage de Jérôme Rabier et Michael Zamès. François Hollande voulait du concret, rien d'artificiel, une parole libre, bref, reprendre contact avec les Français comme au bon vieux temps de la campagne présidentielle. De ce côté-là, ses vœux ont été exaucés. Ne pressurez pas trop les retraités. Non, mais il n'est pas question de ça. Hein. Ne nous pressurez pas trop. Voilà. On est un petit peu déçus parce qu'il nous a promis beaucoup de choses et voilà, donc peut-être qu'il nous a promis trop de choses. Mais désormais, les Français lui demandent des comptes, haut et fort. Monsieur Hollande, elles sont où les promesses? Hein? Allez, elles sont où? Pas vraiment au goût d'un service d'ordre sur les dents. Pas de quoi perturber le président qui trace son chemin. Bon les jeunes, comment ça se passe au lycée alors? Qu'est-ce que vous faites comme fille On est en seconde. D'accord. Et puis préparer des études qui conduisent à un emploi. Hein? Et y croire. Hein? Merci. Certes, il est venu écouter, il le fait, mais aussi vanter les mérites de sa politique avec toujours l'emploi en priorité. Donc là, les emplois d'avenir, ça va être essentiellement vers cette jeunesse des quartiers qui nous interpelle, qui nous dit qu'est-ce qui est prévu pour nous, qui a envie de travailler. La visite s'est poursuivie un petit peu plus tard dans un bar, l'occasion pour le chef de l'État de souffler un petit peu et de repartir de plus belle à la rencontre des Français. Non, parce qu'on ne fait pas tout. Ah bah comme vous voulez, c'est pas un problème. Alors on vous voit déjà assez à la télé. Pas assez. Pas tout acquis à sa cause, loin de là, mais au contact. C'était pour lui l'essentiel de cette première journée. Et François Hollande reprendra longuement la parole demain à 11h. Discours à suivre sur les chaînes parlementaires Public Sénat et LCP.
Au chapitre des efforts demandés aux Français, il y a le coup de rabot qui s'annonce sur les prestations familiales. D'après le journal Les Échos, le rapport du Haut Conseil de la famille commandé par le Premier ministre préconiserait de trouver plus de 2 milliards d'euros d'économies d'ici à 2016 afin de ramener cette branche de la sécurité sociale à l'équilibre. Et l'universalité des aides pourrait être remise en cause pour certaines prestations. Les détails avec Cécile Sixou et Tam Tranui. Pour trouver de l'argent, le gouvernement fait désormais les fonds de tiroir et pourrait bien s'attaquer aux prestations familiales. Plusieurs hypothèses sont envisagées, comme la refonte du système d'attribution des allocations familiales. Elles pourraient être soit plafonnées, soit fiscalisées. Dans un cas, seuls les ménages les plus riches seraient touchés. Les aides dépendraient des conditions de ressources. Dans l'autre, tous les ménages seront impactés directement sur leur feuille d'impôt. Autre piste, revoir les aides à la naissance. Certains envisagent aussi de diminuer la prime de naissance qu'on attribue aux jeunes couples qui viennent d'avoir un enfant, ou de diminuer la prestation d'accueil des jeunes enfants qu'on donne aux couples qui ont des enfants de moins de 3 ans. Enfin, le gouvernement pourrait réduire directement les budgets des caisses d'allocation familiale. Et avec moins de moyens, les caisses savent déjà qu'elles ne pourront plus offrir les mêmes prestations, comme par exemple les aides au logement ou les créations de places de crèche. Pour répondre à ces questions, un rapport coordonné par Bertrand Fragonard, le président du Haut Conseil à la famille, sera remis à la fin du mois, Jean-Marc Ayrault. La commande est claire, réaliser 2,1 milliards d'économies d'ici 2016, tout en améliorant le sort des familles les plus pauvres. Difficile équation. Dans l'actualité à présent, 3 rapports sur la dépendance ont été remis aujourd'hui au gouvernement. Promise pour la fin de l'année 2013, la réforme de la prise en charge du vieillissement constitue l'un des sujets sensibles et majeurs du quinquennat de François Hollande. Plusieurs pistes sont à l'étude, mais le financement reste flou. Les coûts supplémentaires pourraient atteindre 2,5 milliards en 2014 et 2015. Et cette réforme va s'attaquer à des réalités très dures. Voyez cette enquête ce soir de Mounir Soussi dans une unité spécialisée autour de la maladie d'Alzheimer. Exercice de motricité pour ces résidents. Parmi eux, plusieurs souffrent de la maladie d'Alzheimer. Ils sont logés au premier étage de cet établissement ouvert depuis quelques mois. Coût de construction, 20 millions d'euros. Un investissement indispensable pour proposer des lieux adaptés à ces personnes âgées. Au niveau du service, ce qui a été mis en place, c'est que tout ce qui est accès aux ascenseurs ou à la porte extérieure, nous avons mis en place un système de codage pour éviter en fait tout simplement que les résidents puissent sortir et se perdre dans la maison. Dans cette unité de vie protégée concentrée sur un niveau, l'architecture est pensée pour que les personnes valides puissent circuler librement. Certains de personnes de cette pathologie en déambulent beaucoup. Donc ici, on a des espaces de déambulation pour pas qu'ils butent au fond d'un couloir, etc. Entre 3 et 5 employés encadrent les 32 personnes âgées de cet étage. L'établissement accueille une centaine de résidents. Chacun débourse en moyenne 1 900 € par mois. Ici, pas de badge électronique de localisation, mais la question de la sûreté des lieux est posée en permanence, car la responsabilité pénale de la direction est engagée en cas d'accident. Donc il faut de la sécurité. C'est ce que nous demandent les familles. Parce que si les personnes arrivent en moyenne à 87 ans et demi dans les établissements, c'est souvent parce qu'ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient assumer. Le coût de la prise en charge des personnes dépendantes s'élève à 20 milliards d'euros par an pour les finances publiques. Une dépense qui va croître au même rythme que la courbe du vieillissement de la population. Et la suite du 22h avec la chronique économique de Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors à peine a-t-on appris que le Premier ministre a demandé au ministère 5 milliards d'euros d'économies nouvelles. En 2014, Jean-Louis, la facture s'allonge de nouveau avec plus de 2 milliards à trouver pour l'équilibre de la branche famille de la sécurité sociale et 2,5 milliards pour la réforme de la dépendance. On vient de le voir dans notre sujet. Où va-t-on trouver tout cela? Ça fait un peu rocher de Sisyphe. Au fur et à mesure que le gouvernement vous annonce des soustractions, l'AVI se charge de lui présenter de nouvelles additions, d'où la multiplication d'ailleurs des problèmes. Alors à la rubrique soustraction, il y a effectivement cette lettre de cadrage reçue vendredi par les ministres. Vous savez que spontanément, la dépense de l'État augmente de 10 milliards par an, spontanément. Donc comme on a prévu la stabilisation zéro, c'est-à-dire pas d'augmentation, il a fallu d'abord trouver 10 milliards. Et puis comme M. Ayrault, ces derniers mois, a fait des annonces notamment sociales sur le RSA, lutte contre la pauvreté, il va falloir trouver
5 milliards de plus. Ça n'a l'air de rien, 5 milliards sur l'ensemble de la dépense publique, mais sur les dépenses sur lesquelles vraiment on peut piocher, ça, par exemple, vous ne pouvez pas piocher sur la charge de la dette, c'est automatique. Par contre, il y a un nombre de dépenses sur lesquelles vous pouvez piocher, ça fait quand même 5% de ces dépenses. Alors l'État, ce n'est pas officiel, mais on sait que ce sera 3,5 milliards de niches fiscales rognées, ce qu'on appelle des dépenses fiscales, et puis 1,5 milliard, et les ministres, donc, se reviennent dans leur ministère et ils ont quelques semaines pour trouver, les uns et les autres, en tout cas un total où on arrive à peu près à 1,5 milliard. Toujours à la rubrique soustraction, il y a ces affaires d'allocation familiale. Le rapport de M. Fragonard qui a été remis aujourd'hui à M. Hérault cet après-midi dit écoutez, si ça continue comme ça, on va vers 2,2 milliards de déficit de les allocations familiales en 2016. Or, il est clair qu'on doit, en 2017, vous le savez, il faut arriver à un déficit zéro. Ça veut dire une baisse du budget des allocations familiales de 3,5%. Et enfin, cette affaire, alors là, la rubrique addition, cette affaire de la dépendance, vous savez que le nombre des personnes dépendantes augmente de 30 000 par an, et ça va durer encore, j'allais dire, éternellement, parce que, évidemment, le vieillissement de la population est devant nous, et il faut quand même accueillir ces gens, hein, et donc ça va faire 2,5 milliards, et il va falloir bien, là aussi, les trouver quelque part. Donc ça s'ajoute à d'autres économies qu'il va falloir faire par ailleurs. Et pour conclure, Jean-Louis, sur le terrain à Dijon, François Hollande veut renouer avec les Français, mais il va devoir aussi leur expliquer les efforts demandés à venir. Ça va être une de ses missions. Il a 3 interlocuteurs. Il a les ministres, il a les députés, il a l'opinion publique. Les ministres, parce qu'un bon ministre, c'est un ministre qui dépense. À la fin de son mandat, il dit voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est un bon ministre. Et là, on va lui dire non, tu ne vas pas dépenser, tu vas économiser, ce qui n'est pas très, disons, glorieux dans un bilan ministériel. Et tout le monde va se disputer, on va voir ces prochaines semaines, pour dire non, c'est toi qui dois faire les économies, non, moi j'en ai fait déjà suffisamment. Et puis il y a l'opinion, évidemment, le public, qui souffre et à qui on explique qu'il va falloir encore faire des restrictions, dire mais on n'a pas voté pour vous, pour ça, Monsieur le Président de la République. Et enfin, l'opinion publique n'est même pas très claire sur ce qu'elle veut. Un sondage vendredi dernier disait que qu'il y a 4% des Français qui étaient favorables à une augmentation d'impôts pour réduire les déficits. Mais un autre sondage publié hier dans Sud-Ouest montrait que 48% étaient pour une augmentation des cotisations. Donc ils ne savent même pas s'il faut augmenter les impôts ou réduire les dépenses. Donc dans cette confusion générale, on ne voit pas comment M. François Hollande va pouvoir faire le clair. Merci beaucoup Jean-Louis Gombault pour votre analyse. Dans un instant, notre invité politique, c'est l'ancienne ministre Michèle Alliot-Marie. Nous évoquerons l'actualité politique, bien sûr, et son livre Au cœur de l'État, paru chez Plomb. Retour sur son parcours et sa vérité tranchante comme une lame, vous le verrez, sur les responsables politiques de droite. C'est juste après le tour de l'info. Ouverture d'une semaine du souvenir, 1 an après le premier assassinat de Mohamed Merah. Le ministre de la Défense a remis la Légion d'honneur à titre posthume à sa première victime, Imad Ibn Ziaten. Qu'il s'agisse d'enfants ou de soldats, ce sont des Français. Et c'est la France qu'on a voulu toucher. C'est cette même France, rassemblée, qui se recueille 1 an après dans le souvenir des drames de Toulouse et de Montauban. Des cérémonies vont avoir lieu toute la semaine dans ces 2 villes pour rendre hommage aux 6 autres victimes de Mohamed Merah. Une victoire pour les salariés, un camouflet pour la direction. La Cour d'appel de Paris oblige Sanofi à reprendre de zéro son plan de restructuration qui prévoit la suppression de 914 postes d'ici 2015. Mobilisés depuis 8 mois pour défendre leurs emplois, les salariés obtiennent la réouverture des discussions entre le groupe pharmaceutique et les syndicats. Un comité central d'entreprise doit se tenir demain. 3 hommes déférés devant la justice après les interpellations menées la semaine dernière à Marignane. Sur place, les forces de l'ordre avaient découvert un atelier de fabrication d'explosifs. Le groupe est soupçonné d'avoir planifié des attaques sur le territoire. Selon le procureur de Paris, la cellule se revendiquant de la mouvance djihadiste avait les moyens de commettre des attentats à la bombe. 1 minute de silence en mémoire des 19 000 victimes du tsunami. À 14h46, le Japon s'est figé. 2 ans après le raz-de-marée, les stigmates ne sont pas effacés. Le gouvernement a injecté 150 milliards d'euros pour la reconstruction. À la centrale nucléaire de Fukushima, la situation est stabilisée, mais il faudra 40 ans pour démanteler toutes les installations détruites.
Le projet de loi sur l'école de Vincent Peillon arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Et pour Alex, le ministre de l'Éducation met les pieds en terrain miné. L'avenir dira si le gouvernement devra venir sauver le soldat Peillon. Les ministres de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, garde des Sceaux, à la tête du RPR aussi. Elle dit sa vérité sur la politique dans un livre intitulé Au cœur de l'État, publié chez Plomb. Michèle Alliot-Marie, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Nous allons évidemment parler longuement du livre, mais d'abord, l'actualité aujourd'hui, ce sont les déplacements sur le terrain du président de la République, comme l'avaient fait Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac en son temps. Est-ce de nature à renouer le lien avec les Français, selon vous ? C'est de nature à renouer le lien quand on a quelque chose à leur dire. Quand on prend des décisions, quand on analyse la situation politique. Or, dans l'analyse de la situation politique, François Hollande ne peut dire que le contraire de ce qu'il disait avant d'être président. Il niait la crise et aujourd'hui, il essaie de trouver le prétexte de la crise pour répondre à tous les mécontentements. Deuxièmement, je pense que quand on est politique, on doit dire vers quoi on va. Visiblement, François Hollande ne sait pas vers quoi il va et on doit dire comment on y va et qu'est-ce qu'on propose concrètement pour les Français. En dehors de proposer des taxes supplémentaires, on ne voit pas grand-chose. Il y a une impopularité de François Hollande, y compris sur sa gauche. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est obligé de faire les réformes que le sarkozysme et même le chiracisme n'ont pas entrepris? Je crois que c'est surtout parce que les gens ne savent pas où il va. Il avait pris énormément d'engagements et aujourd'hui, entre reniement des engagements, errements et finalement grande désillusion, je crois que c'est ça qui fait son impopularité. Vous savez, quand les gens qui travaillent ont vu brusquement que les heures supplémentaires qu'ils faisaient allaient être refiscalisées, que ça allait représenter parfois plusieurs centaines d'euros par mois de moins, ils ont eu le sentiment d'être bernés. Quand les gens voient qu'ils vont avoir davantage d'impôts à payer ou de taxes à payer et que dans le même temps, ils ont le sentiment que le gouvernement ne fait pas les efforts nécessaires pour réduire le train de vie de l'État, par exemple qu'il recrée des fonctionnaires, qu'il fait des dépenses qui ne sont pas indispensables, voire qui ne sont pas utiles pour relancer la croissance, bien, les gens... Malgré ce constat très sévère que vous dressez, vous êtes d'accord aussi, vous voterez certaines lois comme l'accord sur l'emploi, sur la compétitivité, vous étiez d'accord et probablement vous serez d'accord sur la future réforme des retraites également. Des choses sont faites aussi. Il y a des choses qui doivent être faites, mais il y a également des efforts supplémentaires qui sont demandés parce que de mauvaises décisions ont été prises au moment de l'arrivée de François Hollande et que l'on ne redresse pas la barre et que le gouvernement ne redresse pas la barre. D'ailleurs, regardez au sein même du gouvernement les distorsions, les contradictions qu'il peut y avoir. Au Mali, dans le quotidien Le Monde ce soir, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, souligne que la libération du pays se poursuit mètre par mètre. Il estime probable la mort de l'un des chefs terroristes d'AQMI. C'est un succès militaire et politique pour la France et nos soldats auxquels on assiste au Mali, selon vous? C'est un succès militaire indéniablement. Et d'ailleurs, cela ne fait que mettre en exergue la qualité des armées françaises et le fait que nous avons probablement en France aujourd'hui la deuxième ou la troisième meilleure armée au monde. Cela souligne également qu'il est important que les problèmes budgétaires ne viennent pas effectivement empêcher cette armée d'avoir... Vous pensez au livre blanc et vous serez vigilante exactement, pour car que la défense maintienne son budget. Un certain nombre d'orientations du livre blanc font craindre effectivement que les armées n'aient plus les moyens d'agir. Mais succès politique également, c'est les politiques qui mènent, qui dirigent en tous les cas les militaires. C'est les politiques qui prennent certaines décisions. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'une opération militaire, nous savons faire. Le véritable problème, c'est de savoir comment on sort de l'opération militaire. Et là, c'est le rôle des politiques. Et ce que je crains aujourd'hui, c'est que l'on n'ait pas anticipé ce moment de la sortie en essayant d'agir pour effectivement établir ensuite un pays qui soit non seulement libre, mais également un pays qui soit suffisamment uni pour que l'on ne retombe pas exactement dans la même situation dans quelques... C'est aux Maliens de le faire. C'est peut-être, quand on a pris une initiative, à celui qui prend cette initiative, d'essayer d'aider à la réconciliation et à la discussion entre les uns et les autres. Alors, et vous savez que le problème est loin d'être réglé au Mali. Parlons du livre. Votre livre, on n'a pas été surpris lorsque les anciens ministres, François Baroin, Bruno Le Maire, Roselyne Bachelot et tant
tant d'autres ont écrit, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, sur la politique et leur parcours, mais venant de vous, que l'on dit, que l'on sait, si discrète, que l'on a qualifié d'ailleurs de grande muette. C'est un livre de Michael Darmon. C'est étonnant que la grande muette dise qu'elle a sur le cœur. C'est pas ce que j'ai sur le cœur. Ce que j'ai essayé de faire, aujourd'hui, je suis dans une période de réflexion, en quelque sorte. C'est un peu mon temps sabbatique que je n'ai pas pu avoir pendant 25 ans où j'ai exercé des responsabilités successives. Vous n'avez pas cité d'autres ministères que j'ai occupés, effectivement. Et là, c'est un moment où je me pose pour réfléchir, pour reprendre de l'énergie et surtout, et c'est le sens de ce livre, je m'adresse finalement et aux Français et aux femmes. Aux Français, pourquoi? Parce que souvent aux Français, on va leur ouvrir à l'occasion de la journée du patrimoine les portes des ministères pour leur montrer des bâtiments, des meubles. Vous et que racontez savent la les vie Français de la vie quotidienne, de ceux qui prennent des décisions. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre? Qui vous a convaincu de le faire? Qui m'a convaincue? Deux femmes. Une qui est une journaliste, une autre qui est une éditrice, et qui m'ont dit, vous avez eu un parcours exceptionnel, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, ils m'ont dit, finalement, il y a tellement de jeunes femmes, et il y a tellement de jeunes qui ne vont pas vers la politique, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils ne savent pas quelle est la réalité. Vous avez un devoir, en quelque sorte, vis-à-vis d'eux, comme vis-à-vis des Français, de leur expliquer ce que c'est que la vie politique de quelqu'un qui exerce de grandes responsabilités. La vie au quotidien d'un ministre d'État, il y a bien sûr les dossiers chauds, les priorités du pays, et puis il y a aussi les à côté qui mobilisent presque autant, c'est-à-dire les coups tordus, les mesquineries, les basses manœuvres essentiellement de votre camp. Est-ce que vous estimez, Michèle Hello-Marie, en avoir, pardon pour l'expression, en avoir bavé plus que les autres? Pas plus que les autres. Je pense que ça fait partie des règles du jeu. Je rappelle toujours que lorsque je me suis lancée en politique, il y a quelques années maintenant, ma mère, qui avait vu la politique à travers les activités de mon père, m'a dit, si tu veux faire de la politique, aie des plumes de canard. Car tu recevras des coups, il faut que tout glisse, effectivement, sur toi. Qu'est-ce qu'il ne supportait pas, ces fauves politiques, que vous soyez à la tête de tous ces ministères régaliens qu'on a cités? Je crois, effectivement, si vous voulez, c'est pas le fait d'être une femme. On dit souvent, c'est plus difficile pour une femme. Non, je pense que c'est plus difficile peut-être pour les hommes de voir qu'une femme vient aussi occuper des postes auxquels ils prétendent. Et ce qui est parfois difficile, c'est d'être la première, parce que quand vous êtes la première, ça veut dire que vous ouvrez les portes aux autres femmes. Et par conséquent, la concurrence devient encore plus rude pour eux. Donc, à la limite, il est normal, effectivement, qu'ils essaient de porter davantage de coups sur vous. Alors, mais ça fait partie... Mais encore une fois, c'est la règle du jeu. Si on ne veut pas prendre de coups, c'est pas la peine de faire de la politique. Vous en donnez quelques coups de griffe dans ce livre, parce qu'on va évoquer les portraits de vos camarades de droite, Dominique de Villepin, obsédé, dites-vous, par le poste de Premier ministre. Je vous cite, il ne parle que de cela, ne pense qu'à cela, ne se gêne pas pour montrer son impatience, ni pour se présenter comme indispensable autour du président. Finalement, Michèle Hello-Marie, c'est lui qui décrochera ce poste de Premier ministre. Mais racontez-nous, parce que jusqu'au dernier moment, ceux qui connaissent cette période savent que le choix de Jacques Chirac, c'était vous. Vous, la bonne élève du gouvernement, vous, la première ministrable, modèle. Pourquoi c'est lui qui a eu le poste? Bien, c'est lui qui a eu le poste parce qu'il a fait des choses que moi je ne me serais sans doute jamais permis de faire, c'est-à-dire d'aller le soir, alors même que j'avais donné ma réponse à Jacques Chirac, d'aller voir Jacques Chirac pour lui expliquer que finalement le référendum manqué, auquel il y avait eu un non sur l'Europe, risquait de lui poser beaucoup de problèmes, qu'il y aurait peut-être des manifestations dans la rue, que son pouvoir serait contesté. Il a campé sous les fenêtres du président. Et que lui seul, il est même passé par la fenêtre, si on peut dire. C'est une image simplement. Mais il a passé un accord avec Nicolas Sarkozy et il est allé dire au président, effectivement, c'est ce que l'on m'a rapporté, il est allé lui dire que, eh bien, ils faisaient tous les deux une sorte de tandem qui le protégerait contre de tels mouvements. Il l'a convaincu, François oui, Bayrou, c'est comme ça. Persuadé, dites-vous, de son rôle messianique. Et le plus dur peut-être dans ce livre pour Alain Juppé, pas cité nommément, mais pointé du doigt pour avoir précipité votre départ du Quai d'Orsay au moment de la polémique sur vos vacances tunisiennes. Cela, vous ne l'oubliez pas. Oh, je pense qu'en politique, on peut accepter un certain nombre de choses. Il serait dommage d'oublier parce que on apprend tous les jours et on apprend des crises, on apprend parfois des échecs autant qu'on apprend des réussites, peut-être plus qu'on apprend des réussites. Avec le recul sur la révolution en Tunisie, vous reconnaissez une erreur d'appréciation, mais rien ou presque sur ce qui a le plus choqué, en tous les cas interpellé, autrement dit, votre manque
certains ont dit, d'empathie avec les victimes de la répression de Ben Ali quand vous aviez parlé ou proposé le savoir-faire français? Alors là, c'est typique justement de la manipulation. Si vous reprenez, et d'ailleurs c'est au journal officiel, donc il suffit de le lire, c'est très simple, ce que j'ai dit, j'ai commencé par dire qu'effectivement, moi qui connaissais un peu la Tunisie et les Tunisiens, j'étais extrêmement triste et j'étais atterrée en quelque sorte qu'il puisse y avoir des morts ou des blessés dans des manifestations où tout simplement les gens voulaient exprimer leur idée. Et ce que j'ai dit, c'est que la police française et la gendarmerie française, quand il y avait des manifestations, avaient un savoir-faire qui leur permettait d'encadrer pour qu'il n'y ait pas de débordement, mais tout en évitant d'avoir des morts et des blessés, et que par conséquent, j'étais prête à proposer une formation de même nature aux policiers tunisiens, comme on le fait avec un certain nombre de pays. Et certains ont dit, alors que constitutionnellement c'est impossible, c'était une aberration dans leur bouche, ils ont dit que je voulais envoyer des CRS en Tunisie, ce qui est matériellement, juridiquement, constitutionnellement impossible. Il y a aussi le portrait de Nicolas Sarkozy. Vous dites exaspérant, mais attachant, affectif, plus que cynique. Voilà le portrait, mais avec vous, il a été plus affectif ou cynique? Non, il a été très affectif, très affectueux, je dirais, plus qu'affectif encore. Il m'a soutenu jusqu'au bout et il a eu un certain nombre de gestes auxquels j'ai été extrêmement sensible. Alors je termine par la question sur votre plume qui ne s'enchante pas aussi peu quand on referme le bouquin sur les hommes et les femmes politiques de cette époque. Qui, Michel Alliot-Marie, à droite, selon vous, a une vraie carrure d'homme ou de femme d'État qui incarne encore ces valeurs gaullistes auxquelles vous êtes tant attaché aujourd'hui? Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes. Il y en a cinq. Non, mais je ne vais pas dire de nom parce que, encore une fois, le but de mon livre, d'ailleurs, vous avez cité quelques portraits, mais le rôle et quelques actions, mais mon but n'est pas de pointer tel ou tel du doigt. Ce que j'ai voulu faire, c'est montrer à ceux qui le liraient, qui ont envie d'aller en politique, ce qui se passe, et puis pour avoir une illustration un peu concrète, alors j'ai cité des choses qui m'étaient arrivées. Hors de votre livre, qui, selon vous, incarne pour les prochaines années, qui a une carrure d'homme d'État ou de femme d'État? Écoutez, je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense à quelqu'un comme François. Non, mais je pense à quelqu'un comme François Baroin, par exemple. Je pense à quelqu'un comme Laurent Wauquiez. Effectivement, ce sont des garçons qui ont. Bien sûr, c'est de la nouvelle génération dont vous me parlez. Ce qui ne veut pas dire que la génération actuelle a passé son temps. C'est dit, et ce ne sont pas des mémoires, c'est un bilan d'étape avant une suite, probablement. Merci beaucoup. À bientôt. Michel Alliot-Marie d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et voilà pour cet entretien réalisé juste avant ce journal. La dernière page du 22h à présent, avec un rituel très ancien et millimétré comme un balai. À partir de demain, les 115 cardinaux électeurs se réunissent donc au Vatican dans le secret de la chapelle Sixtine pour élire le successeur de Benoît XVI. Aucune place n'est laissée à l'improvisation. Le rituel est prévu presque à la minute près. On voit tout cela avec Sophie Normand. C'est ici, dans la maison Sainte-Marthe, que dès demain matin, les 115 cardinaux électeurs logeront, et ce, durant toute la durée du conclave. Totalement coupés du monde et interdits de communiquer avec l'extérieur. Dès demain après-midi, puis tous les matins, ils se rendront à la chapelle Sixtine, là où 4 fois par jour, ils procéderont à des votes. Sauf surprise, la fumée blanche, dont la cheminée était en cours d'installation aujourd'hui, devrait apparaître sur le toit de la chapelle Sixtine entre mercredi et jeudi. L'honneur reviendra alors au cardinal français Jean-Louis Torrent d'annoncer le nom du nouveau pape. Près de 6 candidats se seraient dégagés au cours des réunions du pré-conclave, des papabili au profil semblable. Conservateurs, solides théologiens, polyglottes. Leur priorité, empêcher la foi de se diluer plutôt que d'engager des réformes en matière de mœurs. Pour être élu 266e pape de l'histoire, il faudra obtenir 77 voix, soit les 2/3 des suffrages du collège des 115 électeurs. Leur vote sera tenu secret. De même, cet après-midi, le personnel qui assure le service et la logistique des pères du conclave a prêté serment de ne rien dévoiler lui non plus, sous peine d'être excommunié. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Comme tous les lundis, place à votre soirée documentaire avec le film ce soir aux premières loges. Belle soirée, à demain avec plaisir.
un mouilleur et ça, une raclette. Alors, on va mouiller son mouilleur. La technique française se pratique à l'horizontale et la technique américaine se pratique sur des surfaces légèrement plus grandes et à la méthode de la godille. Il vaut mieux une bonne méthode française qu'une mauvaise méthode américaine. Je plie en 2, je plie en 3, j'essore. Première technique, pousser, tirer, pousser sur le manche. Et quand on recule, on pivote la main en haut à droite et on recule. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Voilà, tu positionnes, pense à te balancer, redresse-moi ton dos. Hop, hop, hop. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, vous faites quoi là au juste? Bonjour, non? Bonjour. Est-ce que vous avez une voiture, madame? Non, je n'ai pas de voiture. Non, parce que j'ai fait le track. Vous n'avez pas vu le track? Je suis la gardienne. Ah, vous êtes la gardienne? Oui, je suis la gardienne. Excusez-moi, madame, je vais finir cette voiture, je vous réponds dans 5 minutes. Est-ce que ça sert à quelque chose de continuer dans ces cas-là? On imagine, vous êtes en situation dans 3-4 semaines, vous êtes gardien, il se passe ça. Première chose, il va falloir que vous soyez vigilant sur le secteur à voir ce qui se passe. Dans un cadre de gardien d'immeuble en secteur HLM, vous allez devoir gérer toutes les relations avec tout le monde et ça va être beaucoup plus divers que ce que vous auriez à faire en tant que concierge en tant que tel. Le métier de gardien demande quand même beaucoup plus de polyvalence et beaucoup plus de compétences de par la diversité des missions que vous allez avoir à faire. Donc j'étais auxiliaire de vie depuis 7 ans. Bon, c'est pas que le métier que j'avais avant, il me plaisait pas, il me plaisait plus. C'est que bon, vu la situation de l'entreprise, j'ai préféré prendre les devants. Et puis donc j'ai choisi le métier de gardien d'immeuble parce qu'il y a beaucoup d'autonomie. Ce que j'aime énormément, c'est la diversité des tâches. J'aime pas la monotonie. Moi, j'aime bien servir les gens, les aider aussi. Comme je côtoyais très souvent les gardiens et bon, les résidents dans des immeubles à grande hauteur, alors il y a eu un clic dans moi qui a fait que non, mais c'est le boulot que j'aimerais bien faire. Mais ça dépend aussi de la cité, hein, parce que si c'est très dur, je ne sais pas si je vais sortir en courant. Hein. Je n'ai absolument pas peur. Par contre, déjà, il y a une chose là, au-dessus. Là, les sacs poubelles qui sont au-dessus du toit, là. C'est les gens qui les jettent par les fenêtres, c'est peut-être ça. Si toi et Judy, vous pouvez les retirer, mais ne pas les jeter. On va les fouiller pour voir à qui appartiennent ces poubelles. D'accord? Mais avant, on prend des photos pour savoir. Pour montrer qu'il était bien sur le toit. D'accord? Mais regarde, il y a marqué « Je m'ennuie ». Ah ouais, toi aussi. Regarde, moi, il y a marqué « What is your problem ». Tu l'as vu? Ouais, je vois. C'est quoi son problème? Tiens, regarde, droit des yeux, près du cœur. Ah, ta gueule, En connasse. plus, c'est une faute d'orthographe. Ouais, ta gueule, connasse. À moi, tu dis ça? Je me dis pas toi, c'est ce qui est marqué là. Robinson demande à Zoé de le croire et Robinson Crusoe. Un poème. On a des Picasso, Oui. des poètes, on a des Victor Hugo, on a de tout ici. R. G. Q. P, Q, la liste de l'alphabet. Voilà. En fait, ils font leur devoir et révisent sur nos murs. Ils écrivent nos effaces. J'ai commencé ici en tant qu'agent d'entretien. Je rencontrais des locataires, souvent bonjour, bonsoir, etc. Le jour où on m'a promue gardienne, quelques locataires sont venus me voir pour des petits soucis.
Et quand j'ai voulu régler leurs problèmes, prendre en charge leurs réclamations, on m'a dit « Oh bah, on m'a envoyé la femme de ménage ». Donc c'est vrai que j'ai eu ce genre d'attitude, ce genre de remarque m'a un petit peu blessée. Donc j'ai décidé d'afficher ce diplôme pour montrer aussi à tout le monde que voilà, on n'a pas mis quelqu'un ici comme ça, n'importe quoi, n'importe comment. On a mis une personne qui a été formée. Gardien d'immeuble, en fait, c'est une passion. C'est comme une personne qui fait de la pâtisserie. S'il fait de la pâtisserie, c'est pas sa passion, il ne saura pas faire la pâtisserie. Il y a des métiers, c'est comme ça, c'est une passion. C'est que moi, en tant que gardien d'immeuble, pour moi, c'est ma passion parce que je sais qu'on fait jamais le même travail. C'est toujours varié. On fait jamais la même chose. Donc, il y a un jour, on va faire peut-être les états des lieux. Un autre jour, on va faire le ménage. Un autre jour, on va faire autre chose. Donc, c'est ça que j'aime bien. Pour moi, c'est mon petit bébé. C'est mon premier site. Donc, c'est vrai que j'aime travailler ici. J'aime travailler ici, même si... quelquefois c'est vraiment pas facile, si quelquefois on a envie quelquefois de baisser les bras par rapport à tout ce qu'on voit, ce qu'on trouve. On ne va pas dire que c'est vraiment propre de chez propre ici. Hein. C'est vraiment parce que voilà, c'est quand même aussi un site important. C'est un site qui a plus de 251 logements. Il suffit qu'il y ait un papier par terre qui soit posé, tout le monde va s'amuser à mettre un papier. C'est comme ça. Par contre, quand c'est propre, les gens ils sont propres. Mais dès qu'il y a un papier qui est posé par terre, il y a tout le monde qui dit bah comme c'est posé, vas-y on en met un papier. 603 Madame Larcher, 604 Monsieur Sakala, 605 Madame Pistole, 606 Monsieur Mangourin, 607 Monsieur Biton, 609 Madame Avocat, 610 Monsieur Silla, 611 Monsieur Alphonse. Tu connais tout le monde, toi? C'est ça le boulot, il faut sortir les poubelles. Sinon après c'est sale ici. Il faut trier parce qu'ils ne veulent pas trier, ils n'ont pas le temps. Laisse ouvert comme ça pour qu'ils voient, qu'ils jettent. Non, ils ne veulent pas. Ils laissent là-bas. Donc voilà, on donne sa vie pour le meilleur des autres. ça, il faut le jeter là-bas au fond. Ouais. Non, il ne faut pas vous en foutre. Non. Il ne faut pas vous en foutre, Dominique. Dominique, il ne faut pas filmer là. Non. On ferme la porte, Simon. Chers responsables, je vous remercie de m'avoir accordé votre grande confiance. Franchement, je manque de mots. Je vous remercie en tout cas. Juste quelques mots. Il y a des travaux depuis un bon moment dans cette résidence. Les travaux se passent bien et aujourd'hui on passe une étape parce qu'on inaugure la loge de Monsieur Mavinga. On est très content de l'accueillir parce que ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé sur la résidence. Les enfants, s'il vous plaît. Assis. Je pense, monsieur le gardien, c'est le moment de mettre Baudouin pour les enfants. Les enfants n'ont pas à se trouver là. Oui, et je pense que c'est les parents qui doivent être là. J'ai demandé aux enfants d'être gentils. Je vous avais demandé d'être gentils. Et vous êtes là chez vous. Et soyez gentils avec nos responsables qui sont là. Donc, soyez vraiment exemplaires, quoi. Souvent on gueule parce que les mouches font des peintures et des tags au mur, et qu'il y a un endroit qui est très réputé où il y a des dessins aussi, et cet endroit-là, ça s'appelle les grottes de Lascaux, tout simplement. Cet endroit-là là où les enfants peuvent aller... Non, c'est pas, c'est les grottes qui ont été peintes il y a 10 000 ans par l'homme préhistorique. Les enfants qui font des tags ici, sur le mur, etc., c'est pas moi
l'amicale des locataires, qu'est-ce qu'il fait pour eux? On a mis en place l'aide aux devoirs ici. Tu te souviens, Mahamart, ça? L'aide aux devoirs. Donc, pendant X temps, les mômes étaient dehors, ils traînaient dehors. À partir du moment où on avait mis en place une amicale qui avait pris en compte, en disant on va faire l'aide aux devoirs, donc on avait la salle là-haut, les mômes travaillaient, on les aidait. Alors, on n'était pas profs, sauf qu'on aidait pour ce qu'on pouvait faire. On les faisait relire, on les faisait écrire, voilà. Vous savez que nous sommes dans un site un peu, que dirais-je, un site à problème, un site sensible. Les jeunes ici squattent parfois en flagrant délit, je les attrape pendant la nuit, pendant que je fais mes randonnements. Je leur dis clairement, vous voyez, bon, ça c'est votre maison à vous. Donc j'aimerais bien que vous soyez là et vous faites tout ce que vous voulez, mais moi, tenez-moi la place propre. Si vous me tenez la place propre et que vous ne jetez pas les trucs par terre, etc., vous n'aurez absolument pas de problème avec moi. Et surtout, évitez à ce que je puisse appeler la police pour vous. Et moi, je n'ai pas cette idée-là de pouvoir appeler la police parce que vous êtes mes enfants à moi et vos parents sont comme moi aussi. Je suis votre parent. Donc, écoutez ce que je vous dis. Si vous ne voulez pas écouter et que vous sautez la bibliothèque dont je suis en train de vous présenter, il y aura la police. De sauter là? La bibliothèque dont je suis... Parce que moi, je suis une bibliothèque, vous voyez, avec mon expérience à moi, avec tout mon vécu à moi. Donc, quand je conseille aux jeunes, ça veut dire que je leur démontre ma bibliothèque. Ils ont sorti le fusil à pompe dehors. C'est pas vrai. En plein après-midi, au moment de la sortie des écoles. Et là, il n'y a plus personne. Bah là, c'est un peu plus calme chez les grands, là. Et l'appartement qui avait été squatté, là, la dame, on a reloué, elle est restée 2 jours. Elle a été menacée. C'est pas vrai. Ah, si. Quand ils sont sous les fenêtres jusqu'à 3 h du matin, craque au bout d'un moment. Ouais. Craque. Plus les plus petits qui sont au neuf. Là, j'ai un nouveau locataire au neuf, là, qui se laisse pas faire en plus. Ouais. Ils se sont battus en bande rivale et tout. C'est pas vrai. Et là, j'ai su hier qu'il y en avait un qui avait sorti un fusil à pompe. Je dis bon. Il y a des rondes? Ouais. Ouais. D'accord. Voilà, courrier au procureur, la totale. Parce que là, Non, quand même. bah, ouais, obligé, hein. Obligé. Moi, j'aime pas beaucoup l'expression qui a été utilisée plusieurs fois, au front. De grâce, on n'est pas en guerre, donc les gardiens sont pas au front. Les gardiens, ils sont au quotidien, ils sont sur place et ils répondent aux attentes d'un certain nombre de locataires. Donc on a parlé de tapage, on a parlé des animaux, on a parlé de l'insulte, l'insolence, l'ingérence, on a parlé de crachat, on a parlé d'agression physique, de harcèlement, de dégradation dans les parties communes. On a parlé d'urine, on a parlé de tout ce qui était racisme. Les provocations, le vol, les jeux d'objets par la fenêtre, l'impatience, le non-respect de la vie privée, les jeux d'enfants et le non-respect des places de parking. Maintenant, pour eux, les gardiens, on est payé pour. Et ça, vous l'avez bien senti dans... Pourtant, vous Ça fait avez... une petite dizaine d'années que ça change, c'est de pire en pire. Mais que ce soit, on dit les jeunes, il n'y a pas que les jeunes. Donc. Non, il n'y a pas que les jeunes. C'est ça, bien parce que au souvent on a contraire. l'impression, ouais, les jeunes... Il y a même les vieux, hein, ils viennent, faut pas. Ils viennent pas encore avec leur déambulateur, mais pas loin. Vous avez votre travail de gardien, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est beaucoup plus large que ça, votre travail. C'est un travail de contact avec tous les locataires, c'est un travail de maintien des lieux. Vous représentez en quelque sorte l'ordre, le règlement intérieur, la société, vous représentez en quelque sorte l'ordre chez vous. Et donc, il y a un moment où il faut savoir aussi ce qu'on veut, comment se positionner. Votre problème, souvent, c'est quelle est ma position, parce que j'ai entendu tout à l'heure, j'ai peur des représailles. Là, moi, j'ai pas de conseils personnels à vous donner, je ne suis pas à votre place. Mais je pense juste qu'effectivement, vous l'avez tous très bien dit, c'est vrai que la police de proximité, c'était une très bonne solution. Parce qu'il y avait un contact régulier avec les policiers et que donc tout le monde était habitué à vous voir parler avec les policiers. Donc il n'y avait pas une suspicion de dénonciation, c'était dans le quotidien, c'était normal. Sachez qu'on le regrette aussi, nous, qu'il y ait moins de police de proximité. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas que les jeunes soient mûrs plus tôt. Bon, ils sont pas mûrs plus tôt. Ils ont plutôt des comportements qui imitent ceux des adultes. Mais ils sont pas plus mûrs qu'avant. Donc quand on les prend et qu'on les traite, si vous voulez, on a toujours affaire à des mômes. Et ça, faut quand même le garder en tête. Pour 90 ou 95% d'entre eux, on les attrape, ils ont, je dirais, le nez dedans,
on leur donne un avertissement plus ou moins solennel, etc. Et on ne les revoit plus jamais dans une procédure pénale. Il ne faut pas être trop pessimiste dans la vie. Par contre, vous en avez un petit nombre, alors là, on a tendance à les voir souvent et très souvent. Mais par pitié, ne croyez pas qu'il n'y a pas de justice quand il n'y a pas de détention. C'est un contresens, ça. Et qu'on arrête les discours démagogiques, genre faut tous les arrêter, tous les mettre en garde à vue, tous les mettre en détention. On ne peut pas. Et puis, ça serait complètement improductif. La gardienne, elle est méchante avec nous. À chaque fois qu'on rentre dans le garage, elle nous crie dessus. Elle veut même pas qu'on joue au foot. Qui a dit ça? Je veux savoir. Et pourquoi je veux pas que vous jouez au ballon? Parce que vous cassez tout. Elle veut même pas qu'on passe par le garage puisque c'est notre raccourci. Le garage c'est interdit, c'est pas un passage, ils ont une cour. C'est une sorcière. C'est même la sorcière Caraba. Quoique là, en ce moment, vous pouvez passer par le garage vu que les portes elles sont pétées. Mais ce sera réparé bientôt. Ouais, mais je vais changer le canon. T'auras plus les clés. Voilà. Avec les enfants ici, ça se passe très bien. Je crie pas trop souvent. 5-6 fois par jour, enfin dans l'après-midi peut-être. C'est-à-dire qu'il faut toujours leur répéter, parce que les gamins ils sont voués à eux-mêmes, de 9h le matin à peut-être 9h le soir. Moi je veux faire footballeur. Arbitre. Artiste. Docteur. Pendant les vacances, je vais rester ici. Ma tata, elle me garde. Parce que comme personne ne peut me garder, ben, je suis obligée de rester ici avec ma tata. Je vais partir chez mon tonton en Allemagne, mais aussi en Espagne. Quand on sort les encombrants, ils font le tour du site. Et puis ils me font des cabanes. C'est intéressant les cabanes. C'est pas dangereux non plus. Ou alors il y a un petit muret. Ils passent sur le muret, il y a une copropriété à côté, les voitures sont garées et ils sautent sur les voitures. C'est bien aussi, les voitures elles sont un petit peu... Il y a bien 10-15% des gamins qui ne partent pas en vacances. Pas de vacances, pas de centre aérien. Et qui restent toute la journée dehors. Donc la première journée, ça va, ils sont contents parce que c'est les vacances. La deuxième aussi. La première semaine, ça va à peu près. Mais à partir de la troisième semaine, c'est l'horreur. S'ils s'ennuient. C'est normal. Alors que bon, comme j'arrête pas de le dire, à Villiers-le-Bel, nous avons quand même pas mal d'associations. Nous avons des maisons de quartier. Nous avons une piscine. Nous avons pas mal de structures justement pour aider les gamins à vivre un été correct. Mais les parents... Comme il faut donner 3 €, 4 €, ils ne veulent pas. J'ai fait intervenir le chauffagiste qui est descendu sur place pour voir ce qui se passait et apparemment donc il y a un problème sur le réseau électrique et la chaudière au gaz a explosé. Donc j'ai contacté les pompiers. Mais est-ce qu'il y a véritablement des victimes? Apparemment, il y a des victimes. Vu l'explosion, j'ai entendu des cris. Donc, je suis en courant, j'ai appelé les pompiers. C'est difficile de voir parce que, effectivement, il y a de la fumée qui sort de l'immeuble. C'est très, très grave. Mon voisin, il est venu, il m'a dit qu'il y avait au moins une dizaine de morts. Une dizaine de morts? Ouais. Alors, appelez vite, je sais pas qui vous voulez, là, je suis au standard. On arrête de jouer. Vous allez analyser la situation. L'appel aux pompiers, à ce moment-là, c'est un bon réflexe.
Mais je pense qu'il vaut mieux analyser d'abord et appeler après. Enfin, ça, Oui. c'est... Il peut sécuriser, et alerter en même temps. Il sait rien, il sort de sa loge, il voit de la fumée, il a entendu une explosion, c'est tout ce qu'il sait. Ben, et alors, il y a combien de morts? Le technicien, il est où? Il se passe quoi? Et le gardien, s'il descend en bas, qui tombe raide avec la fumée, les émanations, c'est pas ce qui a brûlé. Et on s'en fout du mec. De toute façon, s'il est mort, le gardien ne pourra rien y faire. Hein. Bah, lui qui va le ressusciter. Hein. Madame, monsieur, je suis à la recherche d'un logement et je souhaite que vous me fassiez une proposition. Voici mes critères. 1. Des pièces carrées ou rectangulaires. 2. Pas de fausses pièces au niveau de leur surface. 3. Les lumières dans les chambres seront dans les plafonds. Madame, monsieur, au cours de ce week-end, des monstruosités ont été relevées dans les ascenseurs, puisque, pourquoi ne pas le dire franchement, des déchets organiques humains ont été retrouvés. Je me permets de vous écrire pour vous signaler que malgré mes demandes réitérées, la fille de Madame Langlais, qui habite l'appartement situé au-dessus du mien, ne cesse de faire du bruit la nuit, en prenant son pied, en faisant l'amour. 4. Une très grande cuisine. Des cris, des ressorts de lit qui grincent, ça dure 2 heures, voire 2h35. J'ai chronométré l'autre jour. 5. De la peinture sur les murs et pas de papier peint pour des raisons d'hygiène évidentes. Madame la directrice, je vous écris pour vous dire que la gardienne ne porte pas de culotte. C'est très choquant. Je viens encore vous signaler l'attitude de la gardienne envers moi. En effet, tous les jours, quand je ne suis pas là, cette dernière entre chez moi avec un passe-partout. Elle a mis des micros partout pour m'écouter. Dites à la gardienne qu'elle enlève ses micros. Je ne vais pas déranger tous mes meubles pour trouver ces micros. En plus, elle lit mon courrier. Donc elle ne m'aide pas à guérir. Elle entre avec des complices, et à cause d'elle, dans toute la ville, on m'appelle salope, cochonne, malpropre. 6. Un balcon, vaste et beau. 7. Un centre-ville est souhaité. Madame la directrice, il se passe de drôles de choses dans les caves. Je ne sais pas ce que fabrique le gardien là-dedans, mais je me doute que c'est pas joli. Je vous parle de cet immeuble, qui est un rendez-vous connu des dealers de drogue qui squattent les halls. Des abrutis qui gueulent dehors tous les soirs. Des débiles qui pissent partout. Des sacs poubelles qui sont jetés par les fenêtres. Madame la directrice, je ne vous salue pas, je vous méprise. Oh Nadine, c'est quoi? Nadine, c'est quoi? C'est un article, tu sais que Lucie, elle a accouché une de ses locataires. Ah bon? C'est un article dans le journal. T'as entendu, Gilles Ali, pour Lucie? C'est qui Lucie? Bah, la gardienne du Blanc-Ménil. Bonjour. Ah ouais, pourquoi qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, tu sais qu'elle a aidé une femme à accoucher, elle était toute seule. Hein. Oh, tes conneries. Je t'assure. Elle a aidé une femme à accoucher, elle a accouché où? Bah, sur son site, une de ses locataires, je crois. La fille de la locataire a appelé Lucie, elle a appelé maman accouche, elle perd du sang, venez vite. Donc Lucie, tu connais Lucie, ni une ni deux. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. J'ai tenu sa petite tête et puis je l'ai aidée à sortir tant bien que mal. Mais c'était vraiment une femme hyper courageuse et le bébé était magnifique. Sauf qu'il n'a pas tout de suite pleuré. Donc c'est un petit peu ennuyeux, mais d'après ce qui est marqué dans l'article, Lucie s'est pas mal débrouillée. En fin de compte, j'osais pas vraiment lui taper sur les fesses et le tenir. Alors je le tenais bien un peu à l'envers en le secouant un peu et puis il a crié tout de suite. Et en plus de sa fonction de gardien d'immeuble, elle est devenue une femme sage. En tout cas, bravo. Ouais. Franchement, je tiens un chapeau. Tu dis quoi là exactement sur le nom? Non, j'avais ça dans les mains, là je vais rentrer dans la loge. Je veux lire le premier paragraphe. Bah écoute, je vais voir, attends, je vais te... Pour voir si ça m'intéresse, parce que moi des fois j'aime bien aussi les trucs de... Attends, je vais t'en prendre un. Les étrennes des orphelins. Ah ça c'est bien. Alors je vais te lire juste le premier vite couplet. fait, quoi, La chambre est pleine d'ombre. On entend vaguement de 2 enfants le triste et doux chuchotement. Leur front se penche, encore alourdi par le rêve, sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève. Au dehors, les oiseaux se rapprochent frileux. Leurs ailes s'engourdissent sur le ton gris des cieux. Et la nouvelle année, à la suite brumeuse, laissant traîner les plis de sa robe neigeuse, sourit des pleurs et chante en grelottant. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est ça qui marque ça, qui a écrit ça. Je connaissais pas, c'est Rimbaud.
Bon, il n'y avait pas d'argent à la maison, les parents étaient pauvres, bien sûr. Donc j'ai commencé comme fossoyeur. C'était mon premier métier. Bon, je ne suis pas resté longtemps. Ensuite, j'ai travaillé dans la maçonnerie en tant que manœuvre. Bon, à force de travailler, j'ai fini cimentier. De là, j'ai travaillé en fonderie. J'ai travaillé aussi comme tourneur-fraiseur. On rentre du boulot, franchement, on ne parle que de ça. Ben, deux personnes qui travaillent pour la même société, c'est normal. Parce qu'on a toujours des problèmes, une canalisation, un locataire récalcitrant. Lui, il a eu quand même déjà deux, trois cadavres. Bah, t'en parles, t'es obligé pour te lâcher le soir. Puis après, le week-end, on évite, mais le soir, on en parle environ une petite heure. Ça nous fait du bien. J'ai quand même eu droit à un suicide. J'ai eu une mort naturelle, mais c'était en plein été. Il était dans le logement depuis plus de 3 semaines. Ça, c'est assez pénible à vivre, oui. Il n'a pas été servi. Le bruit, on vit avec pratiquement. Les enfants, ils sont nés avec le bruit. Moi, j'aimais bien le concours de Survilliers-le-Bel. On savait qu'il était 11h moins le quart. Oui, par contre, ça c'est vrai. On regardait l'heure, on savait qu'il passait à la bonne heure. Mais il passait trop bas. Il passait trop bas. À un moment donné, on avait l'impression que ça tremblait. Les murs tremblaient. C'était terrible. Et puis bon, à force, on ne fait plus attention. Je suis né là. Autour d'elle. Autour d'elle. Pratiquement. Je suis né ici, moi, pratiquement. Ça fait longtemps. Et vous vous souvenez Moi, la fois que M. Chenu avait trouvé un bébé dans une poubelle? Peut-être pas, parce que moi j'ai 38 ans, donc j'ai peut-être pas connu cette histoire. C'était il y a un peu plus de 20 ans. Ah ouais, Il y a non, 25 j'étais ans. jeune, c'était peut-être ma mère. Peut-être ma mère n'est plus là. Parce que ça, on y avait le droit à chaque séminaire. J'ai trouvé un bébé dans une poubelle. Je me suis occupé de l'association des locataires et ça m'a apporté pas mal de problèmes. On a voulu changer sur ma boîte aux lettres. Je défendais le cas de l'environnement des gens, la vie quotidienne. Les gens n'ont pas compris. Voilà. Parce que vous avez peut-être insisté trop vite, trop fort. Je suis entier. Faut aller doucement. Je suis entier quand je vous savez, avec m'occupe les de gens, il faut quelque chose. expliquer souvent. Oui, mais votre patience n'a pas de limite alors. Je vous félicite, bravo. Donc ça n'aurait pas été pour moi cette profession. Mais il y a ce côté convivial dans les banlieues aussi. Il n'y a pas que les voitures calcinées, le côté négatif qu'on voit à la télé. Bon, ça fait un partie, ça alimente un petit peu les médias, quoi. Même à Paris, dans le 17e, dans le 9e. Dans le 16e aussi. Il y a la petite délinquance aussi. On vit de cette délinquance. On ne peut pas se séparer de cette délinquance. On a besoin de cette délinquance pour vivre. L'État a besoin de cette délinquance. Quoi qu'on peut le dire, on a besoin de cette délinquance. Il n'y a pas de délinquance dans une ville, la ville elle est morte. S'il n'y a pas de drogue, la ville est morte. On le sait. Pourquoi se voiler la face? On est sujette à ça, voilà. On est sujette à ça, on a été formé presque pour ça. Ça fait partie de l'éducation. Un gamin de banlieue, il vit avec ça. Il vit avec ça, et puis chacun son chemin. C'est quand même beaucoup plus riche, ce métier de gardien d'immeuble, en milieu social, parce que vous avez une grande mixité qui permet de s'enrichir vraiment. Moi, j'ai vu des gens complètement différents, de religions, de souches complètement différentes, créer des liens vraiment très, très importants. Et s'ils n'avaient pas été des voisins, s'ils n'avaient pas vécu des choses ensemble, si leurs enfants n'avaient pas été amis, ils n'auraient peut-être jamais eu l'occasion, ni dans leur milieu professionnel, ni au cours de leurs vacances, de rencontrer ou de se rapprocher de ces personnes. Très chère madame, je vous écris pour vous informer de la situation critique dans laquelle je suis avec mes 3 mois de loyer impayés. Pour tout vous dire, je n'ai plus du tout un centime. Comment on fait dans ces cas-là? Madame, je vous écris pour vous dire qu'un problème m'empêche de dormir. Je viens d'apprendre que notre gardien, Monsieur Marc, était muté à Nice. Sur qui allons-nous tomber pour le remplacer? Je pense qu'il faut qu'il soit musclé et poli, serviable et pas trop bavard. Ah! Alors, c'est moi qui prends la parole, je m'excuse. Mais comme tu me connais, je suis remontée d'H-Nord, donc voilà. Donc, chers collègues, j'aimerais, si vous le permettez, dire quelques mots à Marco Lastico.
qui va bientôt partir à Nice, chez les bourgeois, n'est-ce pas? Hein? Lâcheur. Marco, je me souviens le jour que Norbert il nous a présenté. Bonjour, je suis de Valenciennes. Moi, je dis, moi aussi. Toi, tu m'as fait Saint-Amand. Je dis, moi, Vieux-Condé. Et puis, c'est de là que notre amitié a commencé. Alors, mes garçons, je t'ai ramené 3-4 bricoles, tu sais, pour pas que tu oublies que t'es du Nord. De l'ail d'Arleux, parce que tu sais très bien que c'est le meilleur, d'accord? Du café de chez nous, tu sais, parce que tes copains, le beau, t'es de n'auras pas. Del chicorée aussi. Comme ça, tu sais, tu pourras faire du jus de cochette. Et puis, je t'ai pris 2 jarres. Un pour ti, un pour de femme. Hein? Pour boire le jus de cochette. Je t'ai pris un pâte pour pas que tu oublies de parler comme ça. Moi, c'était il y a 2-3 ans. C'était l'été, tu sais. C'était la nuit. C'est mieux la nuit, hein. Mieux. Donc, tu dors avec les fenêtres ouvertes. Il fait chaud. Et puis, ça faisait un moment que j'entendais « Suce-moi, salope! Suce-moi !» Putain, il va le fermer sa gueule, ce con. Et ça continue, et ça continue. À un moment donné, j'ouvre mes volets, je dis « Mais tu vas le sucer qui ferme sa gueule !» Et tous mes locataires « Bravo, Nadine !» Et le lendemain, c'était le dimanche, je vois le mec qui sort. « Bonjour, madame. »